Donc, du coup, comme vous l'avez entendu, on enregistre la conférence pour les éventuelles personnes qui ne peuvent pas se connecter ce midi. Si vous vous y opposez, merci de me l'indiquer, ou vous pouvez couper votre caméra. Du coup, moi, je m'appelle Agathe Desséry, si vous ne me connaissez pas encore. Ça fait 5 ans maintenant que je travaille pour l'association. Donc, vous l'avez sans doute remarqué, changement de nom, donc pour l'association Junia Alumni. C'est tout frais, donc il faut qu'on adapte notre vocabulaire. C'est ce que je disais à Frédéric quand on a démarré la conférence. En tout cas, bienvenue à tous. Et puis du coup, je vais laisser la parole à Frédéric, parce que c'est lui qui va opérer ce midi. Donc, je lui laisse le soin de se présenter. Et puis, je ne sais pas si tu as prévu de faire un petit tour de table. Mais voilà, en tout cas, bonne conférence à tous. Voilà. Merci beaucoup, Agathe. Bonjour à... j'aimerais dire à toutes, mais j'ai peur que ce soit par Agathe à tous. Oui, effectivement, vu qu'on n'est pas hyper nombreux, je veux bien commencer, si tout le monde est d'accord, par un tout petit tour de table, ou à la limite, et puis moi, je me représenterai plus en détail après, mais ou voilà, si vous pouvez juste me dire votre nom, prénom, votre promo, ça me donnera une idée un peu du degré de cheveux gris et puis de votre attente vis-à-vis de cette présentation, parce qu'on va parler sur l'heure d'après un petit peu de management de transition et effectivement dans nos carrières d'ingénieur, comment on peut s'inscrire là-dedans. Donc voilà, si déjà vous êtes familier avec la transition, pas du tout, ça me permettra de moi essayer d'adapter au mieux ma présentation de l'heure à venir. C'est OK pour vous? Eh bien, allez, je vais le faire dans la liste des participants qui m'apparaît à droite, si vous le voulez bien. Il va falloir réactiver vos micros pour ceux auxquels ce n'est pas fait. Christophe, je vous passe la parole. Donc Christophe Génie, on peut se tutoyer, je propose qu'on se tutoie si ça ne dérange personne. Ça ne Donc me Christophe dérange pas. Génie, HEI 95, informatique industrielle à l'époque. Voilà, donc très content d'être avec vous. Ravi. Alors, Jacques. Jacques, promo 90, électricité. Que dire d'autre? J'ai travaillé aux côtés de managers de transition. Donc, j'ai approché un petit peu certaines fonctions de cette mission-là et ça m'intéresse pour l'avenir. Voilà. Très bien. Merci. Alors, on a Jacques Darcourt qui vient de nous rejoindre aussi. Vous pouvez nous dire un petit mot? Ah, je ne sais pas, Jacques, s'il ne nous entend pas. Sinon, Jean-Christian. Oui, donc Jean-Christian Kerr, moi promo 87 génie électrique. Moi je suis DRH dans l'industrie depuis le tout début de mon parcours. J'ai pas mal utilisé le management de transition quand j'étais DRH. Je l'ai fait moi-même il y a 4 ou 5 ans et j'ai décidé pour le reste de mon parcours professionnel de me relancer dans cette voie-là. Donc c'est ce que je suis en train de construire. Et juste, je ne serai pas impoli, mais je serai obligé de partir vers 13h15, 13h30 parce que j'ai d'autres engagements derrière. Ça ne sera pas de l'impolitesse, mais simplement d'une contrainte d'agenda. Pas de problème, merci. Jean-François. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc Jean-François, je suis 94, chimie à l'époque. Voilà, moi je viens là aussi parce que je ne suis pas, enfin j'ai entendu parler des managements de transition, mais je connais pas trop et c'est quelque chose, je pense, qui pourrait m'intéresser de plus en plus. Donc voilà. Très bien, bienvenue. Merci. Christophe. Esbar, non, pas envie. Bon, Fabien. Passe son tour aussi. Qui est-ce que j'ai d'autre? Damien, ou voilà, qui veut prendre la suite du petit tour de table? Ouais, je suis là. Damien super. Dransart, promo 2012, BTP. Puis moi, c'est juste parce que je suis curieux. Donc, puis j'ai un peu le temps entre midi et deux, donc je profite de l'occasion pour me joindre à la réunion. Voilà. Super. Bonjour au Juste à petit côté. bébé qui est à côté. J'espère qu'on va lui inspirer une vocation. Ouais, c'est ça. Alors, qui n'a pas dit son petit mot encore et qui veut qui veut continuer ce tour de table? Oui, bonjour. Jacques Darcourt, 85, pardon, informatique. Donc moi j'ai une expérience d'entrepreneur, j'ai racheté et revendu des entreprises
plusieurs fois et j'ai eu une expérience entre deux de management de transition. Donc, je sais un peu ce que c'est et je me dis, tiens, pourquoi pas éventuellement reprendre, ça s'était bien passé. Super. Bonjour, Yves Ordonneau, 2003. Moi, j'ai été approché il y a quelques mois, voilà, par un cabinet, par Robert Walter, pour ne pas le citer, pour du management de transition. Finalement, bon, il n'y a pas dans l'émission qu'il proposait, ça n'a pas abouti, mais voilà, je suis intéressé par ça. Donc, à découvrir plus profondément. Très bien. Je vais continuer. Moi, Patrick Aubertin, promo HUI 85, informatique également. Voilà, donc j'étais plutôt dans l'informatique, pas forcément industriel. Et là, en ce moment, je ne connais pas trop le management de transition, mais je l'envisage pour la suite. Voilà. On a changé tous les deux alors. Ah ouais. Peut-être moi, j'ai entendu mon nom tout à l'heure, mais j'étais à peine connecté. Donc, bonjour Fabien. Bonjour. Donc, je suis 2005, moi. Je suis conseiller en propriété industrielle, donc c'est une profession qui est assez petite, donc dans les brevets d'invention. Et je suis associé d'un cabinet à Paris et on vient de regrouper en fait, faire un gros regroupement de trois gros cabinets français qui nous amène à une structure beaucoup plus importante, hein, près de 300 personnes. Pour des cabinets, c'est assez important. Donc avec pas mal de nouveaux challenges. Ça s'inscrit dans une transition, en tout cas, de complémentarité de cabinet. Comment arriver à faire matcher, entre guillemets, toutes ces compétences. D'accord, super. Merci d'être là. Je pense qu'on a encore une ou deux personnes qui n'ont pas dû participer au tour de table. Bonjour, Christophe Eschbach, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend, Christophe. 95 électrique. Je suis plutôt dans le lead management là, et effectivement, je vous pose des questions sur le management de transition. Qu'est-ce que c'est peut-être pour une réorientation, pourquoi pas. Donc, plutôt curieux, en fait. Très bien. Est-ce qu'il reste quelqu'un à participer au tour de table ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, je ne me suis pas présenté, je suis désolé d'être arrivé en retard. Eric Pankowski, HUI 85, génie industriel. Et en plus, vous voyez en haut de mon écran un logo de cabinet de management de transition. Donc, dans le court temps que je vais passer avec vous, je serai vraiment ravi de pouvoir vous répondre. Oui, effectivement, je suis associé dans un cabinet à l'heure actuelle, parmi d'autres activités, mais j'assume des fonctions dans un cabinet de management de transition exécutif. Si jamais mon témoignage peut vous servir, je suis à votre disposition. Super, bienvenue. Je ne savais pas qu'un confrère, j'aurais même le plaisir d'avoir un confrère autour de la table, mais très bien. Oui, Jean-Michel Bayon. Je viens tardivement de mettre en service le système parce que je suis toujours au bureau pour l'instant. Je suis ingénieur promo 84. J'ai dirigé des sites d'exploitation, j'ai ma propre entreprise, et là j'assume depuis quelque temps des postes de direction au sein de PME. Et à plusieurs reprises, j'ai fait en fait du management de transition sans vouloir le faire, dans le sens où ce sont des relations et des liens qui m'ont demandé de les rejoindre pendant une courte période pour aider à redresser leur entreprise. Je suis dans une entreprise là en CDI classique, en train de travailler normalement, et je me repose la question pour la dernière partie de ma carrière, quoi, pour rejoindre quelque chose que j'ai bien aimé parce que ça me donnait un goût de découverte des entreprises, même s'il y avait une frustration à la fin de devoir lâcher ce qu'on avait accompli. Voilà. Super. Ah oui, ça fait partie, ça c'est une des limites du métier, hein. On verra si on a le temps d'arriver jusque-là, mais le métier de manager de transition est un métier merveilleux, mais effectivement, on n'est pas forcément là pour arriver sur la ligne d'arrivée. Donc, ça peut faire partie des choses que… en tout cas, c'est une chose à bien avoir en tête et ça peut faire partie des réactifs limitants parfois pour certains d'entre nous, donc il faut en être conscient. Est-ce qu'il reste encore quelqu'un autour de cette table qui n'a pas eu le temps de s'exprimer? Non? Eh bien, super. Eh bien, écoutez, je suis ravi en tout cas de passer un peu de temps parmi vous.
je suis un ancien voisin, vu que j'ai fait mes études à Lille également, mais un peu plus au sud, à Villeneuve-d'Ascq, sur la cité scientifique, à l'école centrale. Je suis promo 2005 et j'ai commencé, moi, ma carrière dans la finance. J'ai été dans un des gros cabinets d'audit, voilà, début de carrière assez classique de l'époque, des années 2000. Mais j'ai trouvé ça rapidement un petit peu dommage de ne pas mettre un peu plus en service mes études que j'avais adorées et de rester uniquement dans un univers un peu calfreutré et de costard-cravate. Donc après, je suis parti chez Spi Batignolles, un groupe de bâtiments que vous connaissez peut-être, où j'ai pu un peu mettre à profit à la fois ma formation d'ingénieur et mes quelques années fait du côté de la finance, dans un poste hybride où on faisait du reporting sur les chantiers principaux du groupe à la direction générale. J'ai fait ça quelques années, j'ai participé à des rachats, des intégrations. J'ai fini par prendre des directions de centre de profit. Et il y a une dizaine d'années, j'ai quitté le monde du salariat pour mener un projet de mon côté. J'ai créé une première entreprise qui était un centre d'enfouissement de déchets. Voilà, donc quand mes copains créaient des startups, moi j'étais plus dans l'économie d'un autre monde et en tout cas réel. Et donc on a avec des associés en Corrèze, on a créé un centre d'enfouissement dédié aux matériaux amiantés qu'on a fait autoriser, bien sûr, parce que c'est des autorisations extrêmement regardées par nos amis de l'administration, exploitées, et puis que j'ai vendu au bout de 5 années d'exercice. Et il y a quelques années maintenant, il y a 4-5 ans, je me suis demandé ce que j'allais faire. J'ai repris des missions, en fait, voilà, comme certains d'entre vous, parmi mon réseau. Un coup pour aller accompagner une filiale de la SNCF qui faisait du démantèlement de trains amiantés pour repenser un petit peu son procédé industriel, pour réfléchir à comment mieux faire. Le site a brûlé. Hein, promis, j'y suis pour rien. Hein. C'est pas moi, votre honneur. Je les ai accompagnés dans cette période de crise parce que vous imaginez bien qu'un site industriel qui manipule des déchets dangereux, quand il brûle, il se fait des tas d'amis. En tout cas, des tas de gens qui sont très intéressés de venir voir comment ça se passe. Donc, j'ai accompagné cette période-là. Après, je suis parti, j'ai été sollicité pour rejoindre un univers que j'avais quitté depuis longtemps, qui était l'univers des écoles. J'ai été mandaté pour venir dans une classe préparatoire aux écoles de commerce à Paris, privée, qui avait un gros conflit d'actionnaires. J'ai été mandaté par un administrateur de justice qui voulait avoir un peu un point sur la situation. Il m'avait donné une mission de 3 mois, un peu d'analyse et de redémarrage. Je suis retourné le voir au bout de 3 jours pour lui dire qu'il avait un gros souci et qu'effectivement, il allait falloir changer beaucoup de choses. Finalement, je suis resté 2 ans et demi et on a tout remonté du sol au plafond. Et tout ça, ça m'a permis de recontacter que ces univers en crise, fortement perturbés et que ces modes d'intervention en mode un peu parachutiste ou du moins en mode mission, avec un début, un milieu et puis surtout une fin à peu près prévue. Ça me plaisait vraiment, ça correspondait à ma manière de faire, à mes appétences. Et donc, c'est de là que j'ai décidé de me lancer vraiment de manière exclusive dans le management de transition et que j'ai créé mon cabinet donc, qui s'appelle Actea et qui est un cabinet de management de transition dédié aux structures en crise. Depuis, c'était mon idée de base, je me suis développé, je voulais rentrer des associés autour de moi. Et finalement, avec la crise du Covid, j'ai fait les choses un petit peu différemment avec un autre cabinet lyonnais qui s'appelle Aptimen Manager et dont le dirigeant arrivait à l'heure de la retraite. On a fait un peu converger nos projets et on s'est rapprochés. Et donc aujourd'hui, je dirige ces 2 cabinets, membres du groupe Taplo, donc Aptimen et Actea. Aptimen étant la marque management de transition, on va dire généraliste, et Actea étant concentré sur les univers en crise. Vous avez préparé une petite presse, mais je pense que je vais le faire sans le support. Je vous le ferai diffuser après si vous voulez. Et en tout cas, n'hésitez pas à intervenir et à poser des questions si vous en avez. Le but, c'est vraiment pas un cours magistral. Et puis en plus, j'ai la chance d'avoir un confrère qui est là aussi. Donc surtout, n'hésitez pas à rebondir dessus. Le but, c'est plutôt d'être dans l'échange. Ce que j'ai entendu dans ce petit tour de table, c'est que la majorité d'entre vous, vous êtes surtout à l'écoute de découvrir ce monde de la transition en vous posant peut-être même des questions personnelles sur vous, sur comment vous pourriez vous intégrer là-dedans. Donc, je vais essayer d'orienter un peu ma présentation sur ce domaine-là. La transition, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui est assez vaste aujourd'hui, qui est malheureusement un peu fourre-tout. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, comme je dis souvent, pour être un petit peu provocateur,
il n'y a plus de cadres au chômage, il n'y a plus que des cadres en transition. Pour refaire un peu l'historique, la transition, c'est un métier qui est arrivé, qui existe depuis toujours, hein, finalement, c'est juste une forme d'intervention un petit peu particulière, mais on va dire que ça s'est surtout développé, c'est revenu en France au milieu des années 90. Avec, suite à la crise, il y a eu de nombreux investissements anglo-saxons qui ont été faits et on a un peu pris ces méthodes, notamment de nombreux coupeurs de tête qui sont arrivés, qui avaient des missions de soit de fermer des signals, de redimensionner, etc. Et on souffre encore, pourtant 30 ans plus tard, parfois un peu de cette vision de gens qui viennent, qui sont un peu annonciateurs de mauvaises nouvelles, là aussi en costume cravate sombre, qui viennent fermer des usines ou en tout cas licencier un certain nombre de personnes. Il faut savoir, je ne ferai pas de la fausse modestie, il y a toujours des missions comme ça qui existent. Fort heureusement, c'est loin d'être la majorité. Et aujourd'hui, la transition, ça regroupe beaucoup, beaucoup plus d'activités que ça. Je n'ai pas la prétention de vous proposer une définition de ce que c'est que la transition, mais en tout cas, c'est un mode d'intervention où des managers quand même expérimentés vont venir de manière complètement intégrée, et c'est ça notre vraie différence avec le conseil, hein, vont venir faire depuis l'intérieur des entreprises, mener à bien des projets, pour essayer de voir ça un peu large, que ce soit effectivement de la restructuration, de l'accompagnement à la création de filiales, de la transformation, je ne sais pas, implanter un nouvel ERP, ouvrir une nouvelle ligne de produits, ce genre de choses. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est un métier qui se développe fortement. Le syndicat annonce des chiffres de croissance. Bon, est-ce que ce sont les bons? Est-ce que ce sont d'autres? En tout cas, c'est un indicateur, mais à 2 chiffres depuis de nombreuses années. En tout cas, ce qui est sûr, et moi je le vis comme ça, en tout cas, c'est que les entreprises ont depuis longtemps pris le pas de variabiliser leur masse salariale et nous sommes une vraie solution à ce genre de choses aussi, hein, d'avoir recours à des cadres compétents, performants, immédiatement opérationnels qui vont pouvoir intervenir depuis l'intérieur et qui, une fois que la mission sera terminée, plutôt que se poser la question de qu'est-ce que je vais faire de la ressource, où est-ce que je vais pouvoir l'affecter, est-ce que j'ai le contrat d'après, vont dire merci monsieur, merci d'être intervenu, mais par contre aujourd'hui on n'a plus rien à faire pour vous et puis c'est déjà conclu dans les conditions dès le départ. Donc ça, les firmes ont pris ce pas depuis longtemps et comprennent bien cet intérêt de se dire voilà, je variabilise ma masse salariale et pas seulement ouvrière, mais aussi dans les postes de direction. Aujourd'hui, je trouve qu'on est à un croisé des chemins qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens brillants qui ont fait de belles écoles se disent de toute façon, je ne ferai pas 40 ans dans le même endroit. Et d'ailleurs, je n'ai pas envie de faire la même chose à 25 ans qu'à 30, qu'à 35, qu'à 50, qu'à 60. Et se disent la transition, je vais le prendre à mon compte parce que ça va être un passage de ma carrière aussi où j'ai envie, entre deux passages, de me remettre un peu en danger, d'aller voir autre chose, de me remettre dans d'autres compétences, etc. Moi, je dis souvent, pareil, quand je discute avec des managers, que la transition, moi, je pense que sur mon panel de managers, j'en ai 10% qui sont des managers vraiment purement professionnels, c'est-à-dire qui ont fait plus de 5 à 6 missions et qui vont le faire sur les 15 ou 20 prochaines années de leur vie. C'est une faible partie. La majeure partie des gens, ce sera une partie de leur vie. Et je leur dis, mais c'est aucun problème pour moi. Prenez ça comme un MBA professionnel. Non seulement vous ne payez pas, mais en plus vous êtes payé. Ça va vous remettre dans des conditions un peu extrêmes, dans des conditions un peu particulières. Vous allez apprendre et puis après, ça vous servira, que ce soit pour aller reprendre une entreprise, que ce soit pour repartir dans un trajet salarié ailleurs, peu importe, j'ai envie de dire, hein, c'est vraiment pas le sujet. Donc aujourd'hui, c'est quand même vraiment… et moi, je crois beaucoup au modèle, je pense qu'on va y aller de plus en plus. Je pense que c'est une vraie façon de voir les choses à tout niveau, de se dire, voilà, plutôt que de m'inscrire dans des carrières où au bout d'un moment, il va falloir qu'on ait une discussion désagréable avec le DRH sur le montant du chèque pour qu'on se sépare d'un commun accord, mais vous plus que moi, d'avoir une vraie vision en mission et de se dire, voilà, là pour l'instant, je pars pour 6 mois à tel endroit, puis à 19 mois là-bas, etc. Par contre, dans la transition, il faut bien, si on s'inscrit dans le parcours de la réflexion de la transition, il faut bien effectivement réaliser que ce que je viens de vous dire, c'est l'aspect positif. Généralement, les managers qui viennent faire de la transition, ils sont attirés déjà par l'intérêt intellectuel de nos missions. C'est vrai que pour que nous, on intervienne, il y a souvent ce que j'appelle régulièrement le taux minimum de bazar.
qui est prérequis à notre intervention. C'est-à-dire que la transition, on reste quand même des partenaires, pas des périodes courantes de l'entreprise, on est quand même des partenaires de ces temps d'exception. Ce qui est normal, hein, sur les temps, on va dire la vie courante de l'entreprise, bah, vous avez du staff qui est là pour gérer à tout niveau, et y compris les croissances, les décroissances, les retournements de marché, les nouveaux événements, etc. Nous, on va intervenir généralement quand c'est suffisamment perturbé pour que justement la structure ne puisse pas répondre toute seule à la question qui est posée, ou tout de moins préfère apporter une compétence complémentaire. Et d'ailleurs, se permettre parfois le droit d'aller chercher un hyper expert d'un sujet qui n'aurait aucun sens à venir de manière pérenne dans l'entreprise, mais qui là, pour une période donnée, va pouvoir être intéressante parce qu'on va tirer la quintessence de l'expertise de la personne, et puis une fois qu'on n'en aura plus besoin, et ben, elle repartira sur une autre mission. Donc on va souvent avoir ce taux minimum de bazar. Donc les gens qui bossent dans la transition, qui s'y épanouissent, ils aiment souvent voilà, ces univers extrêmement intéressants d'un point de vue intellectuel, parce que complexes, parce que sous tension, parce qu'avec une vraie dimension opérationnelle. Je pense que ça aussi, c'est un mot vraiment fort à marquer, hein. Les managers de transition, encore une fois, c'est la vraie différence avec le conseil. Ils sont là pour faire. Ils ne sont pas là pour faire des recommandations. Ils ne sont pas là pour faire aller dans un COMEX et juste dire ah bah là, la stratégie, etc., elle est là, là, là. Ça, c'est d'autres métiers qui vont plutôt tirer vers le conseil. Nous, on est là pour mettre les mains dans la prise, mettre les mains dans le moteur, mettre les mains dans le cambouis, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas pour faire et délivrer les solutions que nous a demandé notre client. Donc la réciproque, c'est que si pour s'épanouir dans ce genre de métier, bah, faut être un doueur, hein, faut aimer avoir les mains dans le moteur. Faut pas aimer être entouré de 50 vice-présidents autour de soi qui vont faire. Il faut vraiment voilà, vouloir avoir la volonté d'être dans l'usine, d'être dans le sujet, d'être dans le process et de traiter les choses nous-mêmes. Et après, moi, là aussi, en description, je prends souvent cet exemple-là. Je pense que le métier de manager de transition, on y reviendra après, c'est un vrai métier. C'est avant tout d'arriver chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, enfin dans une structure qu'on ne connaît pas, avec des problématiques qu'a priori on ne connaît pas, les comprendre extrêmement vite. Pour vous donner un petit ordre de grandeur, déjà rien qu'en termes de recrutement, hein, un manager de transition, il se passe en gros 15 jours, 3 semaines entre l'appel entrant d'une entreprise qui nous dit j'ai un sujet à traiter et l'arrivée effective du manager opérationnel dans la boîte. Je suppose que vous avez tous été confrontés à des problématiques de recrutement plus classiques en CDI. Avec un CDI, généralement, il se passe 4 à 6 mois entre le délai où on se dit il faut qu'on recrute quelqu'un et le jour où la personne arrive. Voilà, nous, il se passe 10 à 15 jours. Donc la période d'intégration de la personne, ça va être la même chose. On parle souvent des premiers 90 jours, ce premiers 100 jours pour s'intégrer. Bon, nous, on divise par 10, hein, c'est les premiers 10 jours. Donc le manager, il va falloir qu'il soit dans cette capacité de s'intégrer extrêmement vite, de comprendre le sujet extrêmement vite, d'en architecturer une solution, là aussi extrêmement rapidement, de commencer à mettre en œuvre les résolutions opérationnelles. Et après, je rejoins ce que disait notre camarade tout à l'heure, pas forcément aller jusqu'au bout, parce qu'on n'est pas forcément là pour ça. Une fois que la partie, on va dire, un peu plus simple et en tout cas intégrable dans la structure normale de l'entreprise peut être reprise, on est là pour transmettre la main et repartir. Donc ça peut être, et j'attire souvent l'attention dessus, donc je le fais là aussi. C'est une vraie chose à prendre en compte quand on se dit, tiens, c'est un métier qui m'intéresse parce que un truc qu'on me dit souvent, c'est j'en ai marre de la politique de l'entreprise. Voilà, je vais être dans le faire, je vais être concentré sur mon métier et pas réfléchir de qui se monte la plus grosse en COMEX pour voilà, avoir la progression d'après. Voilà. Donc évidemment, nous, on n'a pas ça, on est là pour partir, donc on s'en fout du poste d'après. Par contre, effectivement, là, un des côtés qu'il faut bien avoir en tête, en tout cas, c'est on ne sera pas forcément là pour le jour de la livraison complète du projet. Ce n'est pas forcément ça notre job. Mais pour moi, ça n'empêche pas de s'épanouir dedans. Ça fait partie des choses qu'il faut bien appréhender dans l'univers. Je vous le disais un peu avant, manager de transition, c'est un vrai métier. C'est-à-dire que c'est un métier qui s'apprend. Moi, les missions où j'ai eu le plus de problèmes en tant qu'entreprise, hein, ça a été quand j'ai fait bosser des managers de transition qui débutaient dans la transition. Le problème n'était pas tant qu'ils y débutent. Le problème, c'était surtout qu'ils avaient une grosse expérience
et qu'ils ont continué à appliquer leurs recettes habituelles, on va dire, dans un cadre de transition. Ça ne marche pas. Ça marche très rarement ou en tout cas, ça marche généralement pas. La transition, comme je vous ai dit, il y a le degré d'urgence qui ne va pas pareil. Il y a aussi vraiment une question de posture qui n'est pas du tout la même. Vous êtes quand même complètement part intégrante de l'entreprise. Donc ça, voilà ce que je vous ai dit, différence avec le conseil, hein. Vous allez être là pour faire, vous êtes intégré dans la boîte, vous avez l'adresse mail de la boîte, vous avez le bureau, la responsabilité hiérarchique, etc. Par contre, quand même, en tant que manager de transition, vous allez être perçu comme, déjà, généralement, vous êtes surdimensionné par rapport au poste, hein. Ça fait partie des choses qui font qu'on s'assure que vous serez capable de prendre en main le poste très rapidement et de délivrer le service rapidement. Du coup, on va attendre de vous plus. On va attendre de vous cette capacité à prendre du recul, cette capacité à amener de l'analyse froide, cette capacité à être confrontant aussi vis-à-vis du client, confrontant au bon sens du terme, porter la contradiction, dire: «Attention monsieur le client, là, ce que vous me demandez de faire, en fait, ça va pas. On va à contrario, parce que vous avez oublié que vos équipes, elles sont dans telles conditions. Moi, j'ai été dans l'atelier, je sais qu'à tel endroit, ça va pas. Il faut d'abord qu'on gère un problème social avant de pouvoir avancer sur tel projet de transformation», et cetera. Et ça, c'est ce qui fait notre vraie différence par rapport à un salarié. C'est que, on va avoir cette capacité à dire non. Quitte parfois à avoir des réunions un peu tendues, hein, avec le client qui lui dit: «Beh, moi, je sais là que je veux aller». Nous, notre rôle, ça va être d'avoir cette capacité à dire non. Cette capacité à dire: «Je suis désolé, c'est pas la bonne version, nous, on ne saura pas faire» ou «Ce que vous me demandez de faire avec les ressources que vous me donnez, c'est pas possible». Voilà, on va être là pour apporter ça. Donc ça, on travaille beaucoup, moi, je travaille beaucoup sur la posture, cette posture de manager de transition avec les managers que j'ai et notamment ce qu'on appelle les primo-accédants, donc les gens qui sont on va leur dire, les 3 à 5 premières missions. Enfin 3 premières missions, on va dire. Voilà, à travailler cette posture. Comme j'explique souvent à mes managers, un manager de transition qui est bien dans ses bottes, il ne peut pas faire de burn-out. Et il ne peut pas faire de burn-out, pas parce qu'il est supérieur, plus résistant, que c'est un surhomme, pas du tout ça. C'est juste qu'un manager de transition, dans la boîte à outils qu'on lui donne, dans l'ensemble des trucs qu'on suit, on a toujours cette capacité à dire stop, à dire non, monsieur le client. Et là, maintenant, ce que vous me demandez, ça demande 200 heures dans la semaine. Donc, moi, je suis capable d'en faire 70, 80, peut-être 100 les semaines où il y a des gros coups de bourre. Par contre, les 100, 150 heures qui manquent, bah, soit vous m'affectez des ressources, soit on redéfinit ensemble les priorités. Mais en tout cas, on ne fera pas la liste au Père Noël de tout de suite, maintenant et tout, etc. C'est pas possible. Et donc, alors nous, en tant que cabinet, on est là pour s'assurer que ça se passe bien, accompagner nos managers, voilà, leur donner les outils qui vont bien pour faire ça. Mais il faut comprendre que c'est une vraie posture et c'est souvent une posture que malheureusement, peu de gens enfin, voilà, vous n'avez pas été forcément confronté à ça dans votre carrière. Donc c'est pour ça que c'est un vrai métier et qu'il y a des formations qui existent. Il y a l'IFMT notamment qui assure des formations un peu longues. Donc, quand je pense notamment si vous êtes dans des cadres de départ négociés d'entreprise, c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez un peu de budget formation qui vous est alloué, c'est vraiment des choses qu'il faut réfléchir et qu'il faut intégrer dans votre schéma de réflexion si vous avez envie d'aller plus loin vers la transition. Parce que c'est des formations qui vont vous faire voilà, rencontrer des managers de transition opérationnels, discuter avec eux, vous donner les boîtes à outils aussi pour justement voilà, percevoir, comprendre cette posture, ce positionnement de manager de transition au sein des jobs. Comment ça se… Aujourd'hui, les ingénieurs et la transition, j'avais prévu de vous parler un peu de ça. Aujourd'hui, la transition, comme je vous disais, c'est vraiment en train de diffuser. Historiquement, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, dans les années 90, le coupeur de tête, on va dire un aspect très financier ou très stratégique, directeur général, directeur administratif et financier et directeur industriel, hein, qui sont toujours les fonctions, on va dire, un peu régaliennes de la transition, hein, là où on en croise beaucoup. Aujourd'hui, ça diffuse. Là, moi, en ce moment, j'ai 2 personnes en qualité, j'ai un vice-président R&D, j'ai même un directeur juridique en transition. J'ai été sollicité sur un directeur de formation interne. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'à peu près toutes les directions de l'entreprise, elles sont susceptibles d'accueillir un manager de transition pour mener à bien un projet, encore une fois, hein, cohérent avec les problématiques de l'entreprise. Il y a vraiment, il y a plus de secteur tabou. Peut-être le secteur qui, pour moi, reste toujours difficile, ça reste le commercial, parce que le commerce, bah, c'est évidemment extrêmement clé. Il y a des questions de relations, des questions de tenue de compte, donc et encore, enfin, ça existe, hein, il y a des choses qui le font, mais c'est vrai que c'est là où c'est peut-être un peu le plus sensible, mais après aujourd'hui, il faut se dire qu'à peu près tous les postes, de management, et y compris de management parfois un peu,
moi, j'ai fait des chefs comptables, des responsables contrôle de gestion, enfin voilà, des responsables supply chain. Aujourd'hui, je pense que toutes les directions, elles sont susceptibles d'avoir des managers de transition, des DRH, bien sûr. Et qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie d'expliquer à nos clients, c'est de dire, voilà, c'est quoi vos projets, c'est quoi vos ambitions, qu'est-ce qui doit se faire avec du structurel, qu'est-ce qui doit se faire avec du conjoncturel. Et nous, on est la partie conjoncturelle de l'adaptation de votre pyramide, de vos structures de compétences par rapport à vos projets. Et après, quel que soit, je vous dis encore une fois, là, je suis en train de travailler avec des Australiens qui veulent ouvrir une usine en Europe. On leur a dit, mais enfin, ils nous ont fait la liste des recrutements à faire, etc. Donc ça, c'est mes associés qui font du recrutement qui s'en occupent. Et je leur ai dit, mais qui est-ce qui va vous mener tout ça? Qui est-ce qui va aller ouvrir la médecine du travail? Qui est-ce qui va aller chercher des délégués, des représentants du personnel? Qui est-ce qui va vous faire vos procédures d'accueil sur site des opérations? Je dis, mais prenez un manager de transition. On va vous mettre quelqu'un de couteau suisse qui va être capable de faire ça, qui va s'éclater à le faire, qui va l'avoir déjà fait et qui va vous amener vraiment de la valeur ajoutée. Il va vous accompagner sur les 6 premiers mois et puis après, bien évidemment, vous n'en avez plus besoin, il partira. Et au moins, vous avez l'expertise, vous avez l'association, etc. Aujourd'hui, vraiment, il faut être très ouvert. La transition, elle peut s'en faire partout. Donc, vous, dans vos parcours d'ingénieur, qui soient voilà, tournés vers les RH, tournés vers la direction générale, tournés vers de l'expertise, du système d'info, de la prod, enfin peu importe. Aujourd'hui, on peut trouver de la transition vraiment, vraiment partout. Juste un petit mot, et puis après, ce que je vous propose, c'est de vous redonner la parole pour qu'on rentre dans une phase d'échange un peu plus dynamique. Sur comment ça se fait, moi, tous les gens qui s'intéressent à la transition, ce que je vous recommande, déjà, discuter avec des gens qui sont managers de transition. Ce sera le meilleur moyen de discuter avec vos pairs pour dire, ah bah toi, moi je suis directeur de site, toi tu es directeur d'usine aussi, comment tu fais, comment ça se passe, qu'est-ce que tu as fait comme mission, etc. Machin. 2, bien sûr, aller voir des cabinets de management de transition et aller les voir tous. Nous, on n'a aucune promesse. Vu que notre métier, c'est de faire du sur-mesure, d'adapter la ressource aux besoins de notre client, ben moi, j'ai aucun engagement envers mes managers, bien sûr. Et ce serait leur mentir d'ailleurs que de leur dire. Que de leur dire, moi, je vais vous embaucher, je vous garantis tant de missions dans l'année. Non. Moi, je suis ravi, je rencontre tout le monde, je rencontre plein de gens. Parce que déjà, ça me nourrit énormément. Et puis, ça me permet, quand je rencontre un prospect qui a une problématique, de me dire, ah, bah, tiens, ça me fait penser à Jacques, à Michel, à Patrick ou autre. Mais allez les voir tous. Ça vous permettra de vous confronter à des discours différents. Parce que bah, moi, j'ai mon discours, ma vision. D'autres peuvent en avoir une autre. Et de vous trouver les gens avec qui vous serez bien. Puis ça vous confrontera aussi à vous-même, vos limites, vous aurez plusieurs avis dessus, etc. Et puis 3, formez-vous. En tout cas, intéressez-vous de très proche au sujet. Il y a aussi des confrères. Je sais que Baltus a des tas de vidéos sur son site, voilà, d'interviews, de choses comme ça. C'est aussi intéressant d'écouter ça. Après, les modalités pratiques que ça passe, beaucoup de managers de transition fonctionnent par un système qui s'appelle le portage salarial. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que c'est. En tout cas, retenez qu'il y a 2 grandes solutions. Soit monter votre structure pour être un indépendant pur jus, soit vous faire porter par des boîtes de portage qui sont en fait finalement des solutions pour vous sortir une fiche de paye, et tout en ayant un fonctionnement d'indépendant. Moi, je suis plutôt assez favorable au portage salarial parce que, à part les gens qui ont des vrais projets, créer une structure, ça coûte de l'argent. Donc, il faut qu'il y ait de l'intérêt à la créer. Donc, à part des gens qui ont des projets ou des problématiques spéciales ou auquel cas avoir sa propre structure, c'est intéressant. Pour des gens qui ont fait tout un pan de carrière en étant salariés, qui aujourd'hui se posent des questions et veulent un peu tester pour se dire est-ce que je m'y sens bien? Est-ce que voilà, commencer par le portage, c'est très bien, vous restez, vous continuez à cotiser à la retraite, vous continuez à cotiser à la sécu, vos enfants sont toujours couverts par la mutuelle. Quand la mission est finie, vous avez le chômage. Enfin voilà, c'est quand même ceinture et bretelles, c'est extrêmement confort comme modèle de fonctionnement. Le modèle de société, il est quand même beaucoup plus, je trouve, contraignant. Mais bon, ça, c'est vraiment de l'analyse personnelle. Donc après, il faut rentrer dans le détail de chacun. Et puis pour finir, et après, encore une fois, je vous repasse la parole. Je voulais juste vous parler. Je
vais pas faire 50 exemples de missions, mais pour prendre un bon exemple de mission vraiment d'ingénieur, effectivement, comme je vous disais, aujourd'hui, là, j'ai un patron, ça c'est une mission qu'on a en cours, là, qui tourne. J'ai un patron, un directeur adjoint de la R&D dans une filiale, dans une boîte qui est sous-traitant de rang 1 pour l'automobile. La question qui nous était posée, c'est une société qui vient de connaître une passation de génération dans sa direction. La nouvelle direction veut un peu redonner du peps et un peu dynamiser tout ça dans un secteur qui était un peu engoncé dans ses anciennes certitudes et qui comprend bien qu'elle est confrontée à des vraies révolutions sur ces marchés aujourd'hui et qui a voulu lancer un grand plan de transformation de sa R&D sur 18 mois pour basculer sur des techniques beaucoup plus modernes, un peu de réflexion usine 4.0, un tas de choses comme ça. Et le patron de la R&D ne se sentait, en tout cas sentait qu'il avait besoin d'un renfort pour le faire, parce que c'était un surcroît de travail vraiment conséquent. Et donc, ils nous ont sollicité pour ça. Donc, ils nous avaient fixé comme cahier des charges. Voilà, quelqu'un qui connaisse bien la R&D, bien sûr, quelqu'un qui ait déjà mené des transformations et quelqu'un qui vient du secteur de l'automobile. Donc, on a regardé ça. Et puis, en travaillant ce dossier, je me suis dit, on ne va surtout pas leur donner quelqu'un de l'automobile. Parce qu'en fait, ils veulent transformer la boîte, ils veulent aller vers de l'avenir, ils veulent vraiment avoir une nouvelle réflexion et dans la créativité. Donc, qui est-ce qui a beaucoup bossé sur ces univers-là, etc., sur la conception de pièces, de l'assemblage, des choses comme ça. Du coup, je suis allé leur chercher quelqu'un de l'aéronautique. Donc, au début, ils ont un peu tiqué. Enfin, on leur a proposé plusieurs solutions, dont des gens qui venaient de l'automobile, mais clairement, moi, j'avais un peu mon idée dès le début. Et je leur ai dit, non, mais je pense que vous devriez vraiment envisager la candidature de ce monsieur parce que justement, il ne vient pas du milieu. Donc, moi, j'aime bien ce genre de profil parce que l'avantage des questions de béotiens, c'est que des fois, il y a des questions de béotiens qui sont effectivement de béotiens et c'est des normes dans les métiers. Et puis, des fois, on pousse des charrettes avec des roues carrées juste parce que personne n'a pris le temps d'enlever la roue carrée et de passer à la roue ronde, quoi. Et de prendre des béotiens, ça permet de reposer ces questions en disant, écoutez, les gars, au fait, pourquoi vous poussez ça? Parce que moi, j'ai déjà vu ça à tel autre endroit et c'était quand même vachement plus efficace. Ah bah ouais, on n'y a jamais pensé. Voilà. Donc, on a réussi à les convaincre. Lui a été brillant en entretien et c'est quand même à lui que revient toute la gloire du truc. Il a démarré. Aujourd'hui, ça fait 3 mois qu'il y est. Ils en sont ravis. Il aura effectivement bousculé un certain nombre d'habitudes, bousculé plein de choses, mais il était là pour ça. Donc, ça tombe bien. On a fait effectivement, comme d'habitude, on a déroulé notre boîte à outils avec notamment un moment clé qui est la réunion de recadrage qu'on fait au bout d'un mois. Moi, dans ma mission de transition, en fait, je fais rédiger le cahier des charges à mon manager qui va faire la mission. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a vu le client, qu'on s'est mis d'accord, etc., la feuille de route, c'est le manager qui la rédige et qui est mise au contrat. Et cette feuille de route, on la revisite un mois après, une fois que le manager est depuis un mois dans la boîte, présent concrètement, et puis que, comme d'habitude, la réalité diffère parfois de la version dont on nous a raconté. Et donc, on remet en perspective les missions qu'on nous a données parce que certaines priorités sont peut-être moins prioritaires, certains sujets non abordés sont peut-être, eux, extrêmement clés. Ou parfois le cumul des deux. Et donc, il faut un peu rebrasser tout ça pour se redire, bon, sur la suite de la mission, qu'est-ce qu'on se remet en veille. On s'est fait ça, et puis là, on est lancé dans un plan assez ambitieux qui va changer beaucoup de choses. Ils vont basculer d'organisation extrêmement pyramidale avec des core teams par client, enfin voilà, faire des tas de choses. Ça va être une belle transfo. Donc, j'ai hâte de voir d'ailleurs ce que ça va donner. On a été faire une première visite avec le manager pour voir un peu les grands trucs. Ils vont lancer des investissements à l'automne, on y retournera aussi. Donc aussi une autre manière de dire que, en tout cas pour moi, ma vision de la transition, on n'est clairement pas en tant qu'entreprise de management de transition un centre de facturation et de distribution de contrats. Moi, mon job, c'est d'accompagner mes managers et d'être à leur soutien tout au long de leur mission. Et c'est ce qu'on fait. On va les voir et on les a régulièrement au téléphone et on échange avec eux. On les connecte avec des pairs qu'on a dans notre réseau de managers pour échanger sur les sujets, etc. Donc, c'est un vrai moyen aussi de les accompagner. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une belle mission, par exemple, on va dire, d'ingénieur pur jus, où on est vraiment dans la transformation d'un département de R&D dans de la boîte auto. Enfin, voilà, c'est assez intéressant. Je m'arrête là.
je vous propose, c'est de rentrer dans des échanges, des questions-réponses. On peut peut-être commencer par mon confrère, qui a peut-être envie d'hurler à ce que j'ai raconté, mais en tout cas, qui a sans doute un éclairage intéressant, complémentaire au mien, bien sûr, à vous donner sur ce que je viens de dire. Alors, il faut que vous réactiviez votre micro, par contre. Ouais. Ma première préoccupation, ça serait de savoir si tu as vraiment envie de continuer ton aventure tout seul ou si tu veux nous rejoindre, parce que j'ai l'impression que j'étais en train de parler. Tout ce que j'ai entendu, effectivement, et toutes les précautions que j'ai entendues, les pratiques, les modalités d'accompagnement, rédaction de la feuille de route, etc., c'est l'essentiel des meilleurs cabinets. Franchement, là, je peux vous dire que je suis complètement inscrit dans ce que Frédéric vient d'expliquer. De ce fait, vous pouvez considérer que vous avez en face de vous quelqu'un qui est vraiment un très bon témoin du métier. Merci. J'avais un commentaire en rebond là, qui est assez intéressant parce que j'ai bien aimé la blague d'Éric Jean, mais depuis que j'ai décidé de faire le reste de mon parcours en management de transition, je m'y intéresse un peu plus. Et j'avais en tête qu'il y avait une dizaine ou une douzaine de gros acteurs. Et je me rends compte qu'il y a des dizaines et des dizaines, parce que moi, j'en suis à en avoir contacté 30 ou 35. Et les deux questions que je me pose, c'est quel est le vrai marché du management de transition? Parce qu'on dit Valtu, c'est à peu près 450 missions par an, mais grosso modo, il y a combien de missions par an globalement? Est-ce qu'on le sait? Et est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des consolidations? Parce que si le marché est limité, on est beaucoup, enfin, les acteurs sont beaucoup à se partager ce marché-là. Et sur ce métier-là, comme sur d'autres, quand il y a trop d'acteurs, ça finit par plus bien marcher, quoi. Je vais laisser mon frère Eric Jean répondre sans doute en tant que membre du syndicat. Non, alors juste pour dire un mot, peut-être, c'est un marché qui est extrêmement atomisé. J'en suis d'ailleurs un bon représentant. Mon cabinet, je l'ai créé il y a 3 ans. Voilà, à part mon envie de bien faire, et voilà, il n'y a pas besoin de grand-chose pour démarrer quelque chose. Après, je pense que c'est important. Il y a des acteurs incontournables. Vous citiez Valtus, XPM. Voilà, on pourra en citer d'autres. Enfin, c'est pas le but de faire la litanie, mais on va dire il y a 4-5 gros acteurs qui sont effectivement des incontournables de la place. Après, il y a un certain nombre d'acteurs qui peuvent avoir soit leur spécificité métier, soit leur spécificité régionale, soit d'autres spécificités. Voilà, des concentrations, on en a déjà vu. Je pense qu'il va continuer à en avoir. Je pense que ce qui est important, c'est effectivement s'assurer du sérieux du cabinet avec qui vous êtes en contact. Le sérieux, c'est effectivement le suivi, mais réel, que vous allez avoir. Et ça, le meilleur façon d'avoir un vrai avis, plus que le mec que vous avez en face qui vous dit que bien sûr, il va vous accompagner, c'est de discuter avec des managers en mission à eux, qui pourront vous donner l'arrière-boutique. Bien sûr, vérifier 2-3 trucs de stabilité financière classique, et puis de prendre quelques références sur les clients avec qui ils bossent. Et puis après, je pense que rapidement, vous ferez un avis du sérieux des personnes et de ce qu'il y a derrière. Oui, je suis complètement en phase avec ça aussi. Et je pense que des petits cabinets ne déméritent pas, notamment par leur capacité à aller faire du tailor-made sur des sujets. Ce n'est pas pour dire que les grands ne sont pas capables de le faire. C'est simplement pour dire que vous avez sans doute la possibilité d'aller taper sur des spécificités. Pour répondre à ta question, Jean-Christian, le marché attend son boom, son explosion, parce que quand on se compare, notamment avec l'étranger, plus particulièrement avec la Suède, avec l'Angleterre, etc., on sent qu'il y a quelque chose qui est de nature à présupposer d'un futur développement. Le nombre de missions par an, je ne saurais même pas te le dire. Je sais qu'il y a recensé dans un portail qui a été créé par un manager de transition zélé et qui a passé beaucoup de temps. Il a recensé 153 acteurs. Ah oui. Il s'appelle le cercle.io ou un truc comme ça. C'est François Decoq avec lequel j'étais encore hier. Ça peut être intéressant aussi pour vous, quand Frédéric disait allez voir les autres, allez voir les pairs et essayer de vous renseigner pour vous préparer. C'est toujours intéressant de le faire. Moi, je sens quand même que le recours au manager de transition, du fait de la valeur ajoutée qui est apportée, parce qu'elle a été bien dimensionnée à l'origine, notamment par l'intermédiaire que nous sommes, est de plus en plus fréquent.
dans cette période-là, en ce moment, on a assisté à des dégraissages de COMEX qui sont assez surprenants. Et moi, j'en ai tiré 2 enseignements. D'abord, ça signifie qu'il y avait des talents qui étaient enfouis quelque part, mais qui n'ont pas survécu en fait à la gestion de la crise. Et deuxièmement, ces talents, ils sont venus à nous en tant que primo-accédants au management de transition. Ils ont une moyenne d'âge qui est juste épouvantablement basse, c'est-à-dire qu'on est tombé sur une moyenne d'âge de nouveaux recrutés à 42 ans. Et tous me tiennent le même discours en disant « le management de transition, c'est une nouvelle forme d'emploi pour moi. C'est un moyen de sauter de secteur à un autre, de sauter d'une difficulté à l'autre. Demain, je serai peut-être en CDI parce que je serai intelligent et ouvert. Mais à ce stade, le management de transition, c'est un tremplin. C'est une façon de considérer que mon employabilité, elle peut être sur un CDD, une mission de conseil avec un cabinet où je suis en expertise, une mission de management de transition ou un CDI. Donc, il faut considérer que ça va se généraliser, se démocratiser et que seuls les vrais talents, ceux qui ont la vraie posture de pouvoir passer de l'un à l'autre, vont perdurer et vont m'en bénéficier. J'espère que ça te va, Frédéric. Je suis totalement en phase. Allez, qui plonge dans la piscine. C'est comme d'habitude, toujours sur la plus dure. J'avais une petite question parce que tous les managers de transition que j'ai pu approcher, c'était plus sur des missions de remplacement quand il y avait des gens absents dans l'entreprise pour différentes périodes. Alors, soit quelqu'un qui partait et puis le temps de recruter, soit des choses comme ça. Et ça, donc, pas forcément avec un projet bien déterminé, alors il y avait toujours des missions quand même à côté, mais et ça, j'en ai pas entendu parler du tout. C'est une toute petite partie du business management de transition ou ça représente quand même une part, un pourcentage important? C'est ce qu'on appelle, nous, le management relais, qui est effectivement faire face à un départ non prévu ou prévu mais mal anticipé, ou que la ressource après n'arrive pas aussi vite que prévu ou voire n'a pas été prévu du tout. Alors, c'est une part non négligeable du business. Après, moi, je peux parler qu'à mes bornes, hein, mais ça peut faire 10-20% du business. Après, moi, clairement, vous avez compris, c'est pas mon ADN, c'est pas ma tasse de thé. Et effectivement, les managers avec qui j'ai tendance à échanger et nous, notre métier, c'est quand même d'être impactant assez vite et d'aider les sociétés à franchir des tournants assez vite. Donc, d'arriver et qu'on nous dise qu'il faut surtout toucher à rien, il faut que le bloc de stylo il reste au même endroit sur les 6 prochains mois, le temps qu'on recrute le nouveau DRH. Bon, on est souvent un peu… Bon, on sait faire, hein, mais c'est pas notre gros truc. Mais c'est une part du job, ça arrive, il faut les faire, ces missions. Ce n'est pas forcément les plus simples, parce que justement, on arrive pas forcément avec une feuille de route, ou si ce n'est de juste prendre le train-train, et finalement, c'est compliqué. Donc, c'est quand même une vraie technicité. Et généralement, moi, j'essaie d'aller chercher des managers qui ont aussi l'état d'esprit qui s'y applique. Parce que c'est sûr, on ne peut pas envoyer un commando para pour faire ça, quoi. Enfin, autant on peut l'envoyer pour aller ouvrir une usine tout seul au fin fond de l'Inde, et il va se démerder, autant voilà, ça, il ne saura pas faire. Donc, comme d'habitude, il faut faire de l'adéquation, mais ouais, c'est une part non nulle du business quand même, et ça existe. Et, enfin, il y a aussi des missions de management de relais qui ne sont pas du management de relais pur. Enfin, moi, je l'ai expérimenté de 2 manières. Dans la dernière entreprise où je travaillais, on a recruté quelqu'un sur la supply chain parce que le poste était vacant, mais c'était aussi démarrer une transformation assez importante, hein. Ce n'était pas simplement occuper le poste en attendant qu'on recrute quelqu'un. Et moi, je le vois aussi dans les quelques contacts que j'ai aujourd'hui sur des missions de management de transition, même si dans certains cas, c'est en attendant un recrutement ou pour remplacer un poste vacant, il y a toujours quasiment un projet important à mener et qui doit démarrer rapidement, quoi. Ouais, et puis la part de management de relais et d'urgence managériale est inversement proportionnelle au niveau de positionnement dans la structure. En général, le management de relais se présuppose notamment pour remplir une fonction, je sais pas, un poste de chef comptable par exemple, imaginons. Mais là, je rejoins encore Frédéric, dans le sens où notre responsabilité à nous, c'est de défendre véritablement votre valeur, vos intérêts et votre impact, faire en sorte que quand vous sortiez d'une mission, la ligne qui est inscrite sur votre CV, c'est soit un truc qui illustre bien votre positionnement, votre proposition de valeur et votre capacité. Frédéric et moi, on a dû se trouver avec des expressions de besoins de clients qui tenaient en une ligne et demie.
Notre responsabilité, c'est d'aller la fouiller. Mais notre responsabilité aussi, c'est de vous impliquer au démarrage pour aller chercher les routes causes, pour aller chercher les solutions, pour en faire un projet. XPM, c'est 95% de missions sur projet. On fait du management de transition relais dans des cas exceptionnels parce qu'on a des relations historiques. Donc, c'est là où je me retrouve très bien avec Frédéric, c'est que la valeur ajoutée qu'on vous doit, pour nos clients et pour vous en tant que manager, c'est de faire en sorte que ça ait du sens pour vous et qu'on ait un impact, qu'on amène une valeur substantielle. Vous êtes overstaffé ou overskillé par rapport au poste, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire la même chose que le pot de crayon qui était à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que souvent, moi, ça m'est arrivé, hein, le directeur juridique que j'ai en ce moment, où c'était vraiment là, pareil, voilà, un manager qui partait, le recrutement qui ne se faisait pas du temps. En fait, en tirant la pelote et en faisant le boulot déjà en amont, on a déjà identifié un certain nombre de projets de transfo qui étaient dans les cartons et qu'il fallait quand même sortir des cartons. Et puis, une fois qu'on a eu le manager dans la place, on a fini de sortir les cadavres des placards et d'une mission vendue, entre guillemets, ou en tout cas vue comme telle par le client, qui était de simple remplacement. En fait, là, c'est une vraie mission projet. On est en train de mettre en place des sujets de compliance et de RGPD chez le client. Enfin, voilà, on a tiré la pelote et du coup, ce qui en fait une mission extrêmement intéressante aussi pour le manager. Donc ça existe, c'est rare en tant que tel. Pareil, moi, je suis pas très, quand il faut vraiment surtout rien faire, je suis pas très à l'aise avec. Mais au final, on a quand même souvent matière à gratter et à faire des choses avec. Ok, merci. Comment on valide, comment on peut dire qu'une mission s'est bien passée, s'est bien déroulée? C'est quoi quand moi je fais du lean, je travaille sur des KPI, donc je vois si ça augmente, si ça ou pas. Donc pour un management de transition, si on ne va pas jusqu'au bout, entre guillemets, d'une mission, c'est ce que j'ai entendu là, finalement, comment on valide la mission? Nous, on a quand même nos propres KPI de la mission, hein, qu'on définit ensemble avec le client et le manager au démarrage, au préambule, qu'on remet après aux perspectives. Donc, nous, on ne part que quand, entre guillemets, notre partie à nous du job, elle est faite, bien faite, achevée. Et ça, normalement, on a des mesurables assez simples avec le client et avec le manager. Après, quand je dis qu'on part sans terminer, c'est que sur un projet qui va de A à Z, nous, notre mission va peut-être se contenter d'être de A à M ou de, je sais pas, de C à J, parce que c'est là qu'il y a besoin de venir la renforcer. C'est en ça que je dis qu'on va peut-être partir avant la fin d'un projet plus global. Mais on ne part, sauf accident industriel relativement désagréable, normalement pas avant que nous, notre propre partie et nos propres indicateurs ne soient atteints et remplis. Ok. Pour préciser, j'avais peut-être pas été clair tout à l'heure. Mais ça, par contre, c'est très important, effectivement, d'avoir des indicateurs clés de mesure de succès, effectivement, avec le client, hein, de se dire, voilà, telle chose, ça doit être livré à tel moment, à tel truc, dans telles conditions, et pour pouvoir partager. Et je pense comment on sait qu'une mission est remplie, par la satisfaction du client, par le fait qu'on parte. Ça, c'est quand même un indicateur, hein, normalement, parce qu'il arrive des fois, c'est bizarre, hein, mais moi, j'insiste beaucoup auprès de tout le monde, hein, et mes clients et mes managers, sur la fin des missions. C'est très important de ce que j'appelle la déclusion. C'est-à-dire qu'à la fois que l'entreprise fasse un sevrage du manager, se déshabitue à lui, c'est-à-dire que les mails arrivent à d'autres endroits, que les coups de téléphone arrivent à quelqu'un d'autre, que les sujets qui passaient avant par une personne soient adressés par une autre, et que le manager prépare aussi son après, parce que le management de transition, c'est quand même souvent un sprint. Donc, vous avez les hormones à plein tube, le cerveau en ébullition. Et puis, j'en reparlais récemment. On a créé un truc, nous, qui s'appelle le premier cercle, qui est un cercle de managers autour de nous, très restreint, de managers expérimentés, avec qui on réfléchit au sujet, on se pose des questions. Là, on faisait un workshop sur la formation des managers de transition, par exemple. Et j'en discutais avec une de nos managers qui est DG, et qui est DG en transition depuis 15 ans. Et qui disait, mais c'est sûr qu'après une mission, on se retrouve le lundi tout seul comme un con dans sa cuisine à boire son café. Bon, il y a un peu une sensation de chute de tension, quoi, un peu même limite de manque, quoi. Donc ça aussi, je travaille pas mal avec mes managers, voilà, quand on voit arriver la fin, qu'on voit que les trucs se ralentissent, de commencer à préparer l'après. L'après étant déjà de vous remettre en selle sur rechercher la prochaine mission, recontacter les cabinets, enfin vous remettre dans le pipe commercial, et puis aussi préparer un peu le sevrage, parce que quand on a été dans une entreprise pendant 6 mois, 9 mois, 1 an et demi, dans des conditions fortement sous tension, parce que quand on intervient, c'est souvent un petit peu quand même, voilà, encore une fois,
il y a quand même de l'émotionnel, faut aussi préparer le départ, hein, même si on le sait dès le début. C'est une chose de le savoir, c'est une autre chose que de le vivre. Donc c'est aussi important de le préparer. Pardon, moi j'ai entendu tout à l'heure que dans l'émission que vous proposiez, ça allait de la direction générale au pilotage de l'ensemble des fonctions support avec un petit bémol sur le commercial. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir demandé au manager de transition de prendre le mandat? C'est-à-dire que les donneurs d'ordre, c'était plutôt les actionnaires. Et dans ce cas-là, quid de la posture du portage salarial versus chômage, quoi? Alors là, vous allez rentrer dans les questions extrêmement techniques et je vous conseillerais d'excellentes boîtes de portage qui sauront bien mieux vous répondre que moi. Mais pour vous dire, oui, ça arrive qu'on prenne les mandats. Ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes parfois, parce que si vous dit mandat, ça veut dire que vous ayez par exemple vous allez avoir des fonctions de représentation auprès de divers arcanes de l'entreprise où parfois il est imposé d'être salarié. Donc de toute façon, il arrive parfois des quadratures du cercle où il faut qu'on soit un petit peu imaginatif sur les schémas, les schémas à mettre en place pour le faire. Mais bon, on trouve toujours une solution. Comme je dis souvent, quand c'est qu'un problème de technique, on va toujours finir par trouver, quoi. Ça, c'est pas bien grave, ça. Donc, on trouve. Après, effectivement, il y a parfois des quadratures du cercle qui sont un peu compliquées à monter, notamment quand il faut prendre des mandats. Où là, après, le droit français s'impose à nous, donc on ne peut pas quand même tout faire. Mais pour répondre à la première partie de la question, oui, ça nous arrive qu'on nous demande de prendre des mandats dans des situations un peu particulières. Et moi, je l'ai vécu quand j'ai fait ma première mission de transition DRH chez XPM. Quand on est DRH, on doit représenter l'employeur, donc il faut qu'on ait des mandats, il faut qu'on ait un statut salarié. Et en fait, on avait monté une organisation où pour 90% de mon temps, j'étais manager de transition XPM et pour 10% de mon temps, j'étais salarié de la boîte. C'est souvent ce genre de schéma qu'on monte. Ouais. Ça se voit surtout dans des situations de retournement, notamment pour les positions de direction générale. Et c'est souvent un incontournable. Hein. Par contre, la deuxième question, c'était la protection, je crois, de Jean-Christian. Non, plutôt de Jacques, pardon. Oui, il y a des assurances classiques que l'on peut prendre et souscrire au titre des mandats. Ça couvre relativement bien, ça se déclenche relativement bien. Donc, le fait qu'on nous demande de prendre un mandat, enfin, on demande à l'équipe de prendre un mandat et particulièrement au manager de transition, c'est quand même aussi la preuve qu'on a reconnu en lui la capacité de driver une situation qui est particulièrement complexe. J'espère que ça vous a tous convaincus de faire du management de transition de plus en plus. Ça, combien de CV on reçoit demain matin dans la boîte mail? Est-ce que vous intervenez ou est-ce que des PME, des petites entreprises font appel à vous? Moi, j'ai eu cette expérience unique, mais est-ce qu'en proportion, c'est quoi le petite boîte, grosse boîte? Les PME, ouais. Ça arrive. Après, effectivement, le management de transition, ça reste une prestation à haute valeur ajoutée. Donc, on ne va pas se mentir. Effectivement, dans les très petites structures, c'est souvent un sujet qui est compliqué. Après, dans des ça dépend ce qu'on appelle PME. Moi, mon plus petit client sur lequel je suis intervenu, il faisait 1,4 million de chiffre d'affaires. Donc, ça reste petit. Ça reste très petit. 1 million. Généralement, on est un peu plus gros que ça quand même. Après, ça dépend ce que vous appelez petit. Hein, mais je pense que le discours dans les PME, il commence aussi à bien infuser. Aujourd'hui, moi, j'ai fait tout type de structures actionnariales, hein, filiales de grands groupes, des belles ETI, des PME, la limite de la TPE, vous avez vu. On va dire que, moi, je crois beaucoup au développement. Les grands groupes, ils en ont l'habitude maintenant parce que notamment, c'est un fonctionnement assez intéressant pour eux pour des tas de sujets dans leur filiale. Mais le développement ETI, PME, je trouve, prend plutôt bonne forme en ce moment. Non, Éric Jean, comment vous le voyez, vous, chez XPM? Oui, alors, ce n'est pas tout à fait notre tasse de thé parce qu'on est plutôt ETI, grand groupe, mais les filiales et surtout les relations qu'on peut avoir avec des managers de transition qui sont des repreneurs font que les PME. Oui, alors effectivement, les moyens sont différents, les moyens de conviction aussi, et puis le cycle de décision est peut-être un petit peu différent aussi parce qu'ils ont moins d'habitude de recours.
mais elles y viennent. Et en fait, paradoxalement, je trouve que les ETI familiales sont plus difficiles à convaincre une PME. Et parce qu'elles sont très très proches de leurs sous, avec des mécanismes de concentration de la décision. Si ça peut vous rassurer aussi, il n'y a pas que des missions de conseil pour les startups. Il y a beaucoup de startups qui sont pilotées par les fonds d'investissement sur lesquels ils nous demandent de faire des trucs. La plus petite expérience que j'ai pour faire écho à ce que vient de dire Frédéric, c'est une PME, on va dire, de 10 millions d'euros sur une innovation technologique un peu particulière. Le fonds d'investissement qui est derrière, qui possède quasiment toute la boîte, est en train de dire « c'est le moment d'accélérer, trouvez-moi un dirigeant qui soit capable de faire une pré-IPO, une IPO en l'espace de 18 mois ». Parce qu'il a vu que stratosphériquement, il pensait que le BP allait véritablement décoller. Donc, il a changé la mule, mais on a mis toute une équipe de très haut calibre sur une boîte qui, normalement, ne pouvait pas l'absorber. Ouais, pour rebondir sur ce que disait Eric Jean, c'est vrai que souvent, je trouve les missions compliquées, effectivement, des ETI à structure familiale forte, avec une grosse concentration du pouvoir, c'est souvent compliqué parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est que le pouvoir, ils ne veulent pas le partager. Donc, ils veulent des mecs qui interviennent, qui font enfin, des bons soldats, qui font ce qu'on leur demande de faire, et voilà. Et vu que, comme je vous disais tout à l'heure, la posture du manager de transition, c'est aussi cette capacité à dire non, bah souvent on les emmerde en fait. Parce que justement, nous on arrive en disant bon, c'est bien beau votre truc, mais en fait, c'est clairement pas ça qu'il faut faire. Donc au-delà de déjà en plus vendre la mission, qui est souvent effectivement pour les problématiques financières qu'on a dit compliqué, parce qu'en plus c'est souvent des boîtes où les salaires sont faibles ou machin. Donc vous arrivez déjà avec votre taux journée, le mec il sort la calculatrice, il fait non mais attends, au bout de 2 jours tu m'as fumé le budget annuel. Effectivement, on va avoir un problème. Au-delà de ça, en plus, dans les relations, je trouve ça compliqué. Là où dans les PME, vous êtes directement, de toute façon, vu nos domaines d'activité, vous êtes directement en prise avec le dirigeant. Et donc, en fait, s'il a pris la décision d'avoir recours à vous, c'est il est convaincu. 2, c'est son fric. Donc, a priori, il ne le fait pas juste. Enfin, s'il voulait dépenser de l'argent, il serait allé s'acheter une Porsche, quoi. Il ne serait pas allé s'acheter de la transition. Donc c'est qu'il est convaincu, il va vous soutenir. Et en plus, on a des discussions franches, directes et dans le bon sens. Et où, alors parfois, on s'achoppe, hein, parce que des fois, encore une fois, notamment dans des restructurations ou dans des situations un petit peu difficiles financièrement, on n'est jamais porteur de trop bonnes nouvelles, quoi. Mais en tout cas, c'est souvent, je trouve, assez bénéfique et fructueux. Tout à l'heure, vous avez parlé de changement de paradigme entre la position de dirigeant, cadre dirigeant, et puis celui de manager transition, et qu'il fallait aller vite, qu'il y avait un temps d'intégration, mais qu'il fallait aller vite. C'est à peu près quoi le temps d'acculturation pour changer de posture? C'est le temps de la formation IFMT? Comment ça se passe? Je pense qu'il n'y a pas de réponse a priori, ça va dépendre un peu de chacun. Non, je pense que, moi, ce que j'essaie d'analyser quand je discute avec des managers, notamment qui ne sont pas encore managers de transition et qui s'intéressent, c'est effectivement déjà revisiter un peu votre parcours pour voir quelles ont été vos expériences un petit peu similaires ou comparables. Typiquement, j'en discutais une fois et c'était rigolo, j'avais des managers à moi qui passaient la formation de l'IFMT, ils me décrivaient leurs copains et qu'ils avaient rencontrés, et ils me disaient, il y a un mec… Il sort de chez un grand constructeur automobile poids lourd. Il y a fait 25 ans, toujours dans la R&D, machin. Donc ça, je lui ai dit, putain, ça va lui faire un choc. Bon, déjà, c'est sûr, entre quelqu'un qui a changé de job régulièrement, et sachant que changer de job, ça peut être au sein de la même boîte. Moi, j'ai des mecs qui ont fait 20 ans chez Valeo, mais ils n'ont pas fait 2 ans de suite le même métier, quoi. Donc, voilà, revisitez votre parcours en vous disant qu'est-ce que j'ai aimé, quels ont été mes moteurs, est-ce qu'effectivement, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? Parce que je pense que pour s'épanouir dans la transition, il faut quand même aimer cet attrait intellectuel, être dans une certaine émulation, se poser des questions par rapport à des sujets complexes, des sujets qui changent. Il faut avoir cette capacité à se projeter dans des univers nouveaux, cette capacité, cette appétence même, j'ai envie de dire, de découvrir des univers nouveaux, et déjà revisiter un peu son parcours en se disant est-ce que je l'ai vécu, est-ce que je l'ai mis en lumière, etc. Moi, je fais beaucoup travailler des gens en retour d'expat, par exemple. Moi, j'aime beaucoup les gens qui reviennent d'expat parce que déjà, il y a une vraie difficulté au retour à l'emploi à l'expat parce que la majorité des recruteurs français disent c'est bien beau, tu étais à l'île Maurice, tu étais sous les cocotiers et tu étais à la plage à faire du surf, mais moi, je veux un mec qui bosse.
comme m'a dit mon ex-futur beau-père qui avait une usine à l'île Maurice, il me fait avant j'étais social, depuis que j'ai eu une usine à Maurice et que j'ai appris à faire bosser du Mauricien, je suis plus directif. C'est des gens qui ont déménagé qui ont vécu des cultures différentes, qui ont déménagé leur famille, qui ont su s'adapter à des trucs. Et ça, c'est vraiment des notions que j'adore parce que je sais qu'ils sauront l'appliquer à l'échelle de notre job, en fait. Donc, comprendre. Donc, faut avoir quand même cette appétence. Ça ne veut pas dire qu'il faut être expat, ancien expat pour être un bon manager de transition. C'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, il faut avoir cette appétence, je pense, profonde. Et qui, donc, si elle est profonde, elle a dû s'exposer dans votre CV un jour ou l'autre. Voilà, aller chercher des choses nouvelles, aller vous confronter à des choses nouvelles, à sortir un peu de ses habitudes. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du changement, du stress, des univers perturbés, d'un certain nombre de trucs. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on intervient, c'est le bordel. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'on soit un partenaire de la vie courante de l'entreprise. Donc, si on intervient, c'est que ça va être un minimum, encore une fois, quand même perturbé. Et puis après, Après, comme j'ai dit, c'est vraiment un nouveau métier, donc il faut le prendre. Déjà, le bon pas, c'est de se poser la question que vous venez de me poser. C'est déjà de se dire comment je fais pour changer. Je pense que la vraie mauvaise façon d'y aller, c'est de se dire je vais faire ce que j'ai déjà fait depuis 20 ans et je connais et machin. Et honnêtement, ma pire expérience, ça a été un mec qui m'avait dit non, mais moi, je suis manager de transition depuis des années. OK, et j'avais parcouru, effectivement, c'était présenté comme tel dans son parcours. Et en fait, au fur et à mesure de la mission, j'ai vraiment eu des problèmes de posture avec lui. Et je me suis aperçu, là, en fouillant, j'ai rappelé des anciens collègues, enfin, j'ai vraiment fouillé le truc. Et en fait, je me suis aperçu qu'il n'avait jamais été manager de transition. Il avait empilé des CDD dans des grands groupes. Mais ce qui était du coup c'est pas du tout la même chose. Encore une fois, pour cette question de posture, cette capacité à donner du froid, du recul, à se confronter au bon sens du terme, etc. Donc le pire du pire, c'est la personne qui dit non, mais je vais savoir faire parce que j'ai fait ça toute ma vie et roule ma poule, c'est comme d'habitude. Ça, c'est la meilleure façon de se planter, je pense. La bonne façon, c'est de se dire c'est un nouveau job. Donc déjà, comment je vais chercher ma pitance, comment je vais aller me présenter aux EMT, comment je vais faire mon réseau, comment je vais aller chercher des missions, comment je sollicite ça, se remettre dans un autre questionnement et comprendre que les missions, ça va être autre chose. Appuyez-vous sur les cabinets. Si vous avez des vrais cabinets qui sont là pour vous accompagner, ça change la vie. Moi, je le vois pour discuter avec des managers, des gens qui ont été chez XPM, chez Valtus. Ils vont vous dire tout le bien. Et c'est souvent ce que j'aime. Quand je présente notre méthodologie de suivi aux managers, quand c'est des managers très expérimentés, c'est eux qui m'appellent le plus souvent. Ce n'est pas eux qui me disent « mais j'ai pas besoin de toi, je sais comment je vais faire ». Non, c'est eux le plus souvent qui vont m'appeler, qui vont me dire « Frédéric, machin, tac ». Et parfois juste pour parler de la pluie et du beau temps, mais on sert aussi à ça. La solitude du dirigeant, je pense que vous l'avez tous expérimenté. Manager de transition, c'est x10 parce qu'en plus, ce n'est même pas des collègues, c'est des clients chez qui vous êtes. Et nous, on est là, on est à vos côtés. Donc c'est encore une fois, même les expérimentés, moi, c'est ceux qui me sollicitent le plus, en fait. C'est prendre le truc en se disant, c'est un nouveau job, c'est des nouvelles règles du jeu et je vais les apprendre. Mais déjà, si vous partez là, déjà, vous êtes sur la bonne pente, quoi, parce que déjà, vous avez compris qu'il fallait changer, quoi. C'est comme d'hab, le changement, c'est déjà, il faut réaliser qu'il faut changer avant de changer, quoi. Si on dit oui, je veux changer, si on fait oui, je veux changer, ça marche moins bien, quoi. Bon, on arrive au bout de l'heure qu'on avait, ou de l'heure et quelques qu'on avait prévu de passer ensemble. Je ne sais pas s'il y a peut-être une dernière question, une dernière intervention. Puis après, je vous propose qu'on aille tous peut-être rapidement manger un morceau avant de ressombrer dans une énième visio pour la journée. Désolé, j'ai encore une dernière question. Oui, bien sûr. C'est quelle est la pondération moyenne de l'emploi du temps d'un manager de transition? Est-ce que c'est des missions à 100% toute la semaine? Est-ce que c'est 4 jours sur 5, 2 jours sur 5? Enfin, comment la moyenne des missions? Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, effectivement, et je vous remercie du coup de me poser la question. Il y a 2 jobs qui sont confondus et qui pourtant n'ont rien à voir, qui sont souvent confondus et qui n'ont rien à voir, qui est le travail à temps partagé et le travail en transition. Pour en dire 2 mots très rapidement, le travail à temps partagé, c'est de venir 1 jour, 2 jours, 3 jours dans une boîte. En fait, l'état d'esprit est souvent très différent de la transition. Généralement, le travail à temps partagé, c'est un travail qui va s'inscrire dans le temps auprès d'une structure qui n'a pas soit les finances, soit la taille ou le besoin d'avoir recours à la compétence concernée. Par exemple, un DRH, un DAF, un expert en logistique, que sais-je. Vous allez être généralement dans une relation de moyen ou long terme.
et pour accompagner en fait du quotidien. Alors, quitte à ce que ce soit du développement, mais un certain nombre de choses. Nous, la transition, comme je l'ai dit, on s'inscrit dans des temps relativement courts. Hein. Généralement, nos missions, 6-9 mois, on va dire. Hein. C'est la moyenne. Parfois, on fait du temps aussi, on ne fait pas du full-time parce que pas la finance, pas les besoins, pas etc. Mais on a surtout une relation complètement différente avec le client qui est quand même, encore une fois, de venir vraiment sur un mode projet avec un début, un milieu, une fin et s'inscrire dans un horizon de temps vraiment très contraint, en tout cas cerné, et sur une problématique particulière. Donc, il y a déjà, dans votre question, je sépare déjà voilà, deux choses vraiment différentes entre le travail à temps partagé, qui est un mode d'intervention, d'accompagnement du client voilà, dans un temps, etc., et la transition qui s'inscrit dans une vision plus, encore une fois, projet, impact, etc. Et après, sur la transition, ça nous arrive à faire du temps partagé. Moi, je sais que je fais souvent du temps partagé, notamment, par exemple, dans le milieu médico-social, qui est un milieu qui a des moyens plus restreints et où, généralement, ils ont du mal quand on leur annonce nos montants, c'est un peu compliqué. Donc, vu qu'on surdimensionne les gars, on arrive à monter une cote un peu mal taillée, de faire un 3 jours, 5 jours semaine, des choses comme ça. Les Australiens dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pareil. Le couteau suisse qui va leur ouvrir l'usine, on sait qu'on n'aura pas forcément besoin de lui full-time sur tout le temps, machin. Donc, on va faire des périodes plus light, etc. Donc, ça peut arriver. Raisonnablement, ça reste quand même, en tout cas pour moi, encore une fois, pour parler à mes bornes, ça reste quand même une exception. Notre mode d'intervention, ça reste quand même d'être rapidement impactant et transformant. Donc, il faut être là, quoi. Et dans le management de transition, il y a manager. Donc, ça veut dire être au contact des gens. Et donc, il faut être là, même, j'ai envie de dire, physiquement. C'est-à-dire que même la visio, qui a été une période qu'on a traversée comme tout le monde ces derniers temps, ça a été une vraie remise en question, je trouve, dans nos modalités de fonctionnement aussi, parce que moi, j'ai des managers qui m'appelaient, ils me disaient, j'arrive dans une boîte, j'ai vu tout le monde qui est avec des masques. Donc, c'est-à-dire, je croise les mecs dans la rue, je ne les reconnais pas. Donc, voilà, comment vous les managez, comment vous traitez des trucs, ça pose des tas de questions qu'on n'avait pas avant. C'était assez passionnant d'ailleurs de réfléchir à ça. Mais bref, donc pour revenir à votre propos, moi, je fais quand même assez peu de temps partiel. Et souvent, les managers ne courent pas après parce qu'en plus, fatalement, on n'a pas parlé, hein, mais nous, le mode de rémunération, c'est à la journée effectuée. Donc, si vous venez 3 jours dans la semaine, vous facturez 3 jours et donc vous facturez 3 jours et pas 5. Quoi. Donc, je disais ça parce que j'ai connu un manager de transition qui avait 2 missions en même temps et je ne voyais pas trop comment c'était possible. Donc, il était 2 jours par semaine chez nous et puis le reste du temps dans une autre entreprise. Ça m'étonnait un peu, mais voilà, je voulais savoir si c'est des pratiques courantes ou pas. Je vous dis, ça arrive, mais ce n'est pas si courant et c'est souvent très compliqué parce que vous avez le contrat de 3 jours d'un côté, avant de réussir à trouver le contrat de 2 jours qui se cumule bien dans les bons impératifs, les bons trucs de l'autre. Voilà, là, c'est vraiment du miracle, ou alors ça veut dire que vous connaissez bien le client et que ça vous arrange. Moi, j'ai un manager j'ai plus des cas de managers qui me disent je veux travailler à temps partiel parce que je suis retraité et que voilà, je fais ça maintenant à la fraîche, ou parce que j'ai ma fille qui est cavalière de haut niveau et je veux l'accompagner à ses compètes de cheval. Donc, voilà, 2 jours dans la semaine, je fais du cheval. Enfin, voilà, mais c'est des problématiques perso, en fait. Mais des managers qui veulent faire ça à 100%, généralement, voilà, quand vous les appelez sur la mission ces 3 jours, ça les emmerde plus qu'autre chose parce qu'ils voient que leur PNL personnel ne sera pas au niveau attendu. Merci beaucoup, Frédéric, pour ta présentation, pour ces échanges très enrichissants, en tout cas, très bon niveau, ce que j'ai vu. Et c'est, en tout cas, pour les personnes qui ont dû nous quitter, il y a eu beaucoup de remerciements. Événement passionnant, donc apparemment, tu as capté ton auditoire. Alors, personnellement, je n'ai pas pu assister au début, je le regrette, mais ce que j'ai entendu, et j'ai vu notamment des échanges entre homologues, c'était très intéressant. Et écoute, j'espère que tu pourras avoir d'autres contacts avec ceux de l'Assemblée. Et je pense que le webinaire, on a eu des demandes qu'on mettra sur notre chaîne YouTube sera vu et que tu auras peut-être des nouveaux clients qui viendront te solliciter. Espérons, merci beaucoup. Et puis peut-être que j'espère qu'on a réussi à solliciter aussi quelques envies et aspirations pour venir gonfler les rangs parce qu'on a besoin de compétences et de talents aussi pour venir accomplir nos belles missions. Donc surtout, n'hésitez pas.
Et puis, ravi d'avoir eu un confrère autour de la table. C'était inattendu mais opportun. Et voilà, ça me permettra de… Voilà, on sera sans doute amené à se recroiser pour discuter des métiers prochainement. Très certainement, et c'était vraiment pas du tout malsain comme intention. Je voulais juste être un témoin actif. Parfait. J'ai vu Merci, que vous vous complétiez très bien, en tout cas, dans les échanges. Vous étiez assez en phase. Ouais, c'est même surprenant. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais prenez ça déjà, vous, messieurs, les managers ou les candidats managers, comme étant, c'est un métier qui se professionnalise et là, vous avez eu un professionnel véritablement en face de vous. Donc, prenez ça comme ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Angélique et à Agathe pour les détails techniques de l'organisation et puis de m'avoir permis de vous parler aujourd'hui à tous. Et puis au plaisir de vous revoir prochainement. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Et du coup, pour le replay de la réunion, il sera disponible à partir de demain sur la chaîne YouTube de l'association. Voilà. OK. Bon après-midi à tous. À bientôt. Bonne Excellente journée. Merci Au beaucoup. revoir. Merci, au revoir. Bon, super. Merci Frédéric. C'était… Avec grand plaisir, Agathe. On a toujours une petite décote entre le nombre de Oui, participants et le nombre d'inscrits, malheureusement. Je vais